Pozuelo rencontre et tombe amoureux de Judith de Saint-Mélène. Il est bâtard, elle est noble, leur rencontre est explosive. Il part pour l'Amérique, se battre aux côtés des insurgents et retrouve son père, Pierre de Tournemine de la Hunaudet, descendant du Gerfaut. Revenu en France, au service du roi Louis XVI, il se trouve mêlé à la fameuse affaire du collier. Intrigue conçue par le comte de Provence et la comtesse de la Motte pour perdre Marie-Antoinette. Cagliostro et le cardinal de Rouen en sont les complices, involontaires. Gilles épouse Judith, mais le soir de leur noces, il est enlevé par la comtesse de Balby, maîtresse du comte de Provence, qui s'est follement éprise du jeune homme. Éperdue de jalousie, Judith devient l'instrument de Provence et Gilles la retrouve dans un tripot. Elle est devenue la reine de la nuit, entretenue par un certain Job Kernoa. Gilles insulte Judith et se bat en duel pour défendre son honneur. Mais Judith rejette le jeune homme, car elle aime Job Kernoa, sans se douter que celui-ci est davantage attiré par les charmes du Suisse Anatole que par ceux de sa femme. Joël Gautier, intendant du château de la Hunaudet, fief du Gerfaut, apprend à Gilles l'existence d'un trésor qu'il retrouve avec l'aide de Winkelried Pongo et Pierre Gautier. Devenu riche, il accepte enfin d'être le maître de Haute-Lande, cadeau du comte de Ferronnet en échange d'une dette de jeu. Quelques jours de répit, monsieur le marquis. Une semaine, pas plus. Je ne comprends pas pourquoi vous vous obstinez, mon garçon. Je vous ai dit et répété que vous deviez décamper d'ici demain matin à la première heure. Mais vous ne pourrez jamais vivre dans ce grand château sans domestique, monsieur. Eh ben, mais c'est bien pour ça que je fais venir des gens de Rennes. Des gens sûrs, discrets, qui me servent depuis 40 ans et qui se jetteraient au feu pour moi. La seule chose que je puisse faire, c'est de garder votre fille, si vous voulez. Oh, mais vous n'avez rien à craindre, mon enfant. Je sais fort bien traiter les personnes de votre sexe. Jamais aucune n'a eu à se plaindre de moi. Et puis, si vous acceptez de rester, je peux accorder un répit à votre mère et à votre frère pour que vous puissiez vous accoutumer à l'idée de cette séparation. Non, monsieur, si vous nous jetez dehors, ça sera tous les trois, ou rien du tout. Eh ben, à votre aise. Vous voudrez donc bien débarrasser le plancher demain matin à 6 heures. Un visiteur. Allez-y voir et n'ouvrez pas n'importe qui. Petite. Monsieur le chevalier de Tournemine de la Hunaudet, monsieur le marquis. Ah, chevalier, quelle surprise. Du diable. Si je m'attendais à votre visite, vous voudrez bien souper avec moi. Merci, j'ai déjà soupé à l'auberge à 6 heures, en même temps que mon cheval. Bon, eh ben, je n'insiste pas. Mais prenez donc la peine de vous asseoir. Peut-on savoir ce qui vous amène à la Hunaudet? Si c'est toujours l'idée d'acheter, le château n'est pas plus à vendre aujourd'hui qu'hier. Rassurez-vous, j'y ai renoncé. Ah ben, c'est la sagesse. Car j'ai l'intention de m'installer ici et peut-être même d'y finir mes jours. C'est votre droit absolu. Pour ma part, je venais annoncer à mes amis Gautier que je leur avais trouvé un asile dont ils n'auront jamais à craindre qu'on les chasse. Si vous voulez m'accorder l'hospitalité pour la nuit, un coin d'écurie pour moi et mon cheval, je vous donne ma parole que demain, j'aurai décampé moi aussi à 6 heures. Eh ben, c'est la moindre des choses. D'ailleurs, ne sommes-nous pas un peu cousins? Très peu. Eh bien, si peu que ce soit, cela suffit à faire de l'hospitalité un plaisir. Encore plus qu'un devoir.
Puis-je vous demander où vous comptez placer ces gens? À Outland, dont je viens d'hériter dans des circonstances assez tristes mais originales. Outland? Le domaine de la famille de Ferronnet. Justement, vous connaissez donc cette famille? Ah. Ma sœur était très liée avec un parent du défunt baron de Ferronnet. Ainsi donc, c'est vous, le nouveau maître de Outland. C'est moi. Eh bien, si ce qu'on m'a rapporté est vrai, je vous souhaite bien de l'amusement. Et que vous a-t-on rapporté? Ah, j'ai juré de garder le secret. Cela vous laisse le plaisir de la découverte. Gilles. Pour vos pauvres. Pour les prisonniers que vous rachetez, pour les orphelins que vous recueillez. Pour tous ceux auxquels vous portez secours en vous suppliant de ne plus prendre sur votre nécessaire pour leur venir en aide. Tu es donc allé au Pérou cette fois ou bien? Cagliostro m'aurait-il enseigné le secret de la pierre philosophale? Hélas pour lui, il ne possédait pas. Il est aujourd'hui proscrit et misérable. Mais le secret de cette fortunée, c'est extraordinaire. J'ai retrouvé le trésor des tournemines. Si tous ces torts ne brillaient pas devant mes yeux, je croirais que tu te moques de moi. Mais il est vrai aussi que je te croyais mort et que te voilà. Pourquoi tu jouais cette horrible comédie? L'ordre venait du roi. Assieds-toi. Voilà mes pauvres rassasiés. Sois-en remercié. Ma mère a-t-elle appris que j'étais mort? Je me suis rendu au couvent de Locmaria pour lui annoncer la nouvelle. Et qu'a-t-elle dit? Elle a prié en silence. Au moment de nous quitter, elle a dit « Je prierai pour le repos de son âme, mais que personne ne vienne jamais me parler de lui. Jamais. » Enfin, j'irai lui annoncer la nouvelle. Je vous en prie, n'en faites rien. Qu'au moins, elle continue de prier pour moi. Comme tu voudras. As-tu toujours l'intention de racheter la Hunaudet? Il n'en est plus question. Le marquis refuse de vendre. À l'évidence, il croit toujours que le trésor des tournemines se trouve quelque part dans le château et qu'il finira par le trouver. Je peux pas lui dire que je l'ai découvert, donc je dois faire mon deuil de la Hunaudet. Tu as d'autres projets? Réaliser mon rêve. Armer des navires pour faire le commerce avec les îles et les Amériques. Je m'installerai à La Rochelle. Dans un fief Huguenot? Un bon catholique doit pouvoir s'y tailler une place. En attendant, je m'installerai à Outland. Le jeune Ferronnet vient de mourir en m'en faisant l'héritier. Tu reviens en Bretagne, c'est bien. J'ai déjà envoyé là-bas la bru du vieux Joël Gauthier avec son fils et sa fille. Votre cousin les a chassés de la Hunaudet. Et ta femme? Elle ne doit pas être très heureuse de rentrer dans son pays natal. Judith ne viendra pas à Outland. Pardon? Nous ne sommes plus mariés. Qu'est-ce que tu dis? Elle prétend que notre mariage est nul. Vous savez qu'elle avait épousé un médecin nommé Job Carnoat. Eh bien, Job Carnoat a survécu à ses blessures. Il a retrouvé Judith, ils ont repris leur vie conjugale. C'est absurde! J'ai rencontré le prêtre qui a dit la messe de funérailles du pauvre Carnoat.
Il a vu le cercueil dans la tombe et la terre le recouvrir. Judith est persuadée du contraire. Et toi? Moi, il faut bien que je la croie. Tout simplement. Tu n'es pas allé à Vannes pour faire ton enquête, pour voir s'il y avait quelque apparence que Carloa ait survécu. Judith ne m'aime plus. Par conséquent, tu te crois libre de tout lien avec elle. Le sacrement qui vous a unis est annulé. Tu peux tourner les yeux ailleurs, n'est-ce pas? mais non. Comment s'appelle la petite fille de Joël Gauthier? Madeleine. Quel âge a-t-elle? Je ne sais pas, moi. 18 ans. C'est une pauvre fille disgraciée, n'est-ce pas? Non, elle est très belle. Gilles, tu vas aller vivre dans un château dont tu seras le maître. N'imagines-tu pas qu'il se présentera certaines circonstances, certaines occasions, où tu pourrais satisfaire tes désirs sans même t'occuper d'une promesse de mariage? Ça non, je vous assure, je n'y ai jamais pensé. Ça, tu ne penses à rien. Tu vas rompre avec une femme que tu as aimée pendant des années, et ta tête est plus vide que l'estomac d'un vieil homme. C'est inouï. Gilles, reste ici. Carloa est un imposteur et tu le sais. Judith de Saint-Mélène est toujours ta femme. La mort seule peut vous séparer. En vous mariant, vous avez accepté de vous plier à la loi divine. Vous devez l'endurer aussi longtemps que Dieu vous gardera en vie. L'amour humain n'est que le reflet de l'amour divin, mon enfant. Ni l'un ni l'autre ne sont donnés sans persévérance, sans souffrance, sans lutte. Et tu as le cœur trop courageux pour refuser le combat. Vous avez raison, je l'accepte. Dommage que la fatigue vous ait prise si brusquement, ma chère. La soirée marchait à merveille. Nous avons fait 100 louis de plus qu'hier. Ah, si vous aviez tenu le coup, nous battions tous nos records. Je ne peux plus supporter cette vie. Au moment où nous sommes en passe de faire fortune. Alors allons, un peu de courage, ma chérie. D'ailleurs, nous n'avons pas atteint le but que Monseigneur nous a fixé. La reine n'a pas encore daigné nous rendre visite. Elle ne viendra jamais. Nous perdons notre temps. Pour du temps perdu, il est très bien payé. Quoi qu'il en soit, nous avons pris un engagement envers Monseigneur et nous devons nous y tenir. Le pharaon rapporte gros et c'est le jeu favori de l'Autrichienne. Ah. Vu la renommée de notre maison, il faudra bien qu'elle finisse par se montrer ici un soir ou l'autre. J'espère qu'avant de la compromettre, Monseigneur nous laissera le temps de la plumer. Je veux quitter cette maison. Vous êtes fatiguée, ma chérie. Vous devriez vous mettre au lit et dormir une dizaine d'heures. Partons, Job. Allons vivre ailleurs, loin de Paris, dans le calme et dans la paix. Nous avons gagné suffisamment d'argent pour nous offrir un beau domaine dans le pays de notre choix. Oh oui, un beau domaine, à la campagne, avec des vaches, des chèvres et des moutons. Et vous jouerez à la bergère, comme Marie-Antoinette. Savez-vous que c'est très amusant à Trianon, tout ça? Mais ennuyeux à périr dans une vraie campagne, très malodorant en plus, très sale. Je vois bien que vous ne m'aimez plus. Oh! Encore cette lubie! Judith. Mais c'est justement parce que je vous aime que je vais vous garder près de moi. Gâcher une beauté comme la vôtre, parmi des croquants et des hobereaux de dernier rang. Oh non. Ça, je ne le permettrai jamais tant que je serai votre époux. Vous ne l'avez jamais été. Le problème est donc résolu. Qu'est-ce que ça signifie?
qui êtes-vous? Le mari de madame, le vrai. Tu mens. Si je t'ai épousé, c'est que je le croyais mort, lui. Mais il est vivant et tu n'es plus rien pour moi. Si, Judith. Nous sommes toujours mariés femmes. Ni vous, ni moi, n'y pouvons rien. Maintenant, c'est à mon tour de vous demander qui vous êtes. Cette jeune personne est la mieux placée pour le savoir. Et vous l'avez entendu? Je suis son seul légitime époux. Job de Carnoa, natif de Vannes et docteur en médecine. Carnoa est mort et enterré. J'ai vu sa tombe au cimetière de Vannes. J'ai parlé au curé qui l'a vu dans son cercueil et l'a mis en terre. J'ai son témoignage écrit, je le tiens à la disposition du procureur royal. Oseriez-vous infliger au procureur une lecture aussi funèbre? Rassurez-vous, il en voit d'autres. Vous aussi, coquin, vous allez en voir d'autres. Misérable! C'est pas sur mon âme, je vous fais sauter la jambe. Qu'allez-vous leur faire? Cela dépendra de votre attitude. Ou bien vous confessez toute la vérité devant ma femme, et nous ne leur ferons aucun mal. Mais si vous vous taisez, mon ami, ce distingué sorcier au nom de Daga s'occupera de ce beau jeune homme. J'égorge l'écho et je scalpe le piano. Tiens! Non, non, non! Arrêtez, arrêtez, je ne pourrais pas le supporter. Évidemment. Voyez-vous, ma chère, je vous ai entendu certains soirs vous plaindre du peu d'empressement de monsieur à remplir ses devoirs conjugaux. Surtout les plus doux. Que voulez-vous? Monsieur ne peut pas être à la fois au four et au moulin. À choisir, il préfère faire le bonheur de son Suisse plutôt que le vôtre. Moi, j'élève une protestation véhémente contre l'utilisation que l'on fait des citoyens helvétiques dans cette maison. C'est peut-être pour la dernière fois que je vois ça, mais je vous jure que c'est la première. Oh, je vous en supplie, arrêtez. Je suis prêt à dire la vérité. Pleine et entière. Vous avez ma parole. Bien. Avez-vous jamais été marié à cette femme? Pongo. Jamais. Bien. Alors, qui êtes-vous donc? Carlo Mariani, secrétaire du duc de Modène, astrologue de Monseigneur le comte de Provence. Et vous tenez de votre maître l'art d'hypnotiser les femmes impressionnables? Qui vous l'a dit? J'ai fréquenté quelque temps le comte de Cagliostro, auprès duquel votre comte de Modène n'est qu'un apprenti. Saviez-vous qu'elle avait été sa pensionnaire? Bien entendu. Quand elle est tombée aux mains de Monseigneur, nous l'avons endormie. Elle nous a raconté alors tout son passé. C'est alors que Monseigneur a imaginé cette supercherie. Maintenant, est-ce que vous pourriez dire à votre ami de rengainer son couteau? Supposez que j'ai décidé de le tuer malgré tout. Vous aviez promis. Avec les maîtres qui sont les vôtres, vous devriez savoir ce que valent les promesses. Accepteriez-vous de mourir pour lui? Oui. Vous entendez, Judith? Telle une femme de chambre? Qu'est-ce que vous allez faire de nous? Prenez votre or et disparaissez. Vous et votre ami. Le comte de Provence n'aime pas être battu. Madame a sonné. Calmez-vous, mademoiselle. Madame part pour un long voyage et vous partez avec elle. Allez, obéissez, Fanchon. Monsieur est le mari de madame. Bah, et vous alors? Nous aurons tout le temps de vous expliquer ce mystère. Faites vite les bagages de madame et les vôtres. Bien, monsieur.
Aurez-vous du regret de quitter cette maison? Je le crois, oui. Rassurez-vous, personne n'en profitera après vous. Où m'avez-vous emmené? Chez moi à Versailles. Oh oui, chez vous. Je reconnais cette chambre. C'est ici que j'ai trouvé le portrait de l'Autrichienne, le soir de notre mariage, quand vous m'avez abandonné pour aller la rejoindre. Je vois que la mémoire vous revient, c'est très bien. Qu'allez-vous faire de moi? Demain matin, nous allons partir pour la Bretagne. En Bretagne? Oui, j'ai là-bas un château où nous vivrons retirés. En Bretagne? Rassurez-vous, au loin des lieux de notre jeunesse. Nous serons seuls? Votre femme de chambre nous accompagnera. Et vous trouverez là-bas des gens qui me sont dévoués. Vous voulez dire qu'ils sauront me surveiller? Où prenez-vous cela? Ne suis-je pas votre prisonnière? Vous êtes ma femme. Autant dire la même chose! Si le cœur vous en dit, vous n'avez qu'à quitter cette maison et aller chercher refuge où il vous plaira. Je tiens seulement à vous dire que Cagliostro est en prison. Et que le comte de Provence n'a que faire de vous. Sinon, pour passer sa colère sur la reine de la nuit qui n'a pas été capable de lui livrer la reine de France. Taisez-vous! Je chercherai plus à m'enfuir. Faites de moi ce que vous voudrez. Tout m'est égal à présent. Qu'est-ce que tu as? Je pars pour la Bretagne. Eh bien, est-ce que cela nous empêche de nous aimer d'ici là? Quand rentreras-tu? Anne. Je n'entrerai pas. J'ai hérité d'un château là-bas, je vais m'établir. Je veux armer des navires. Et plus tard, peut-être, je retournerai vivre en Amérique. Je rêve. Tu pars pour ne plus revenir et tu m'annonces ça comme ça. Comme si c'était la chose la plus banale, la plus naturelle. Je t'aime, Gilles. Qu'est-ce que je vais devenir? Tu ne dois pas être malheureuse. Ni me détester. Je ne peux plus rester à Versailles. Enfin, pourquoi? Parce que j'ai retrouvé Judith. Oh! Parce que tu n'aimerais plus l'homme que je suis devenu. Parce que je dois l'arracher à ceux qui la perdent corps et âme. Monseigneur le premier. C'est donc pour elle. Quoi qu'elle t'ait fait, c'est elle qui tient ton cœur et toi tout entier. Oh! À quoi bon lutter contre ça? C'est elle que tu aimes. Et c'est pour elle que tu m'abandonnes. Gilles, je suis prête à tout accepter pour toi. Oh! Jamais aucune femme ne m'a donné un amour comparable au tien. Tu es la plus douce image que mon cœur contienne. Le plus beau visage qui l'emporte. Mais c'est elle qui part avec toi. C'est ma femme, Anne. Elle est en grand danger. Je lui dois des protections. Je l'ai juré devant le prêtre qui nous a unis. Non! Seigneur, pourquoi n'est-ce pas moi que tu as épousé? Toi. Alors regarde-nous. Tels que nous sommes. Tu nous fais pour vivre mari et femme. Oui. Mais alors,
on s'est rencontrés. Hein? Adieu, femme au cœur généreux et à la langue pointue. Adieu, cher Pongo. Kishimanitou te comble d'eau pure et de gibier à poil et à plumes. Bravo. Langue d'argent chatouille agréablement oreille. Adieu, frère. Néanmoins suisse. Adieu, l'Indien. Que Kishimanitou te fasse bon pied, bon oeil. Et puis toute la liste. Ah, chevalier, je vous ai vu si souvent partir, revenir, que je ne peux pas croire qu'aujourd'hui vous partiez pour de bon. Cette fois-ci, c'est la vérité, mademoiselle. Nous partons. Enfin, mon petit, bonne chance. Au revoir. Adieu, mon fils. Mais je te promets de ne jamais décortiquer une écrevisse au restaurant U sans avoir une pensée pour toi. Oh, puis on ira te voir en Bretagne, hein, n'est-ce pas, mademoiselle Marguerite? Moi, en Bretagne, mais je n'ai jamais quitté ma province une seule fois depuis ma naissance. Au revoir. C'est ça, l'amour? Mais non, mais non, mais non, mais non. Je peux savoir où nous allons? Certainement. Nous allons à Nantes. J'ai quelques affaires à régler avec le notaire. Ensuite, nous irons à Auckland. Voulez-vous savoir autre chose? Non, merci. Comment vous sentez-vous? Mal. Je suis un peu fatiguée. Nous arrêterons bientôt pour changer les chevaux. Vous pourrez vous reposer et déjeuner. J'ai pas faim. Nous arrivons à Vannes. Emmène tout le monde à l'auberge. Je vais chez Maître Maublanc. C'est compris? Ah, je suis tout à fait ravi de vous rencontrer, monsieur de Tournemine. Maître Maublanc? Asseyez-vous, je vous en prie. Avez-vous fait bon voyage? Excellent. Quoique les routes de Bretagne n'aient pas fait grand progrès depuis mon dernier passage. Ah, Sa Majesté a voulu à toute force supprimer la corvée. Ça ne va pas sans inconvénient. Maintenant, il faut payer les gens pour faire les routes. Et où trouver l'argent, à moins de le réclamer à ceux qui roulent. Êtes-vous bien logé, au moins? À l'hôtel de Bourgogne.
Madame de Tournemine n'est pas trop fatiguée? Si, beaucoup trop. À présent que vous savez tout, maître Maublanc, puis-je vous demander si vous avez reçu ma lettre? Bien sûr. Il y a certainement 15 ou 20 jours. Vous pouvez donc me remettre les actes de propriété? Les voici. Je n'ai plus qu'à les contresigner. Comment, vous ne l'avez pas fait depuis tout ce temps? Monsieur de Tournemine, la donation que vous a faite le jeune baron de Ferronnet est en bonne et due forme. Je n'ai pas à en discuter les raisons. Mais je l'espère bien. Écoutez-moi, sans vous fâcher, je vous en prie. Vous me semblez être un homme de bien. Et je serais navré que cette aventure vous cause plus d'ennui que de satisfaction. C'est pourtant ce qui risque d'en advenir. Enfin, maître Maublanc, qu'est-ce que tout cela signifie? Suis-je, oui ou non, le propriétaire d'Hautland? Vous l'êtes, sans contredit. Cependant, je vous conseille de renoncer à vous y installer. Je vous demande pardon. Quelqu'un vous fait une offre pour ce domaine. Une offre très raisonnable. Acceptez-la. Vous trouverez sans peine dans cette région ou une autre une propriété qui vous conviendra aussi bien et qui vous causera moins de soucis. Au point où nous en sommes, maître, je crois qu'il me faut des explications. Écoutez, monsieur. Il y a à Hautland, depuis plus de 20 ans, un homme que vous devez redouter. Ah. Qui? Le régisseur. C'est le père du jeune baron dont vous héritez qui l'avait engagé. Cet homme s'engage à racheter le domaine. Le prix qu'il avance n'a rien de dérisoire. Songez qu'il s'agit d'une somme... C'est plaisant. Figurez-vous que je me suis trouvé il y a peu dans la même situation. Je serai donc forcé de faire à ce monsieur la réponse qu'on m'a faite. Hautland n'est pas à vendre. Mais monsieur, laissez-moi vous dire le montant de la somme qui... Je n'ai aucune envie de la connaître. Bien. Vous aurez tout le loisir de changer d'avis. Vous verrez l'homme sur place. Pas longtemps. De la façon dont vous me le décrivez, il faudra que je change de régisseur, certainement. Ah, je vous le déconseille. Mais enfin, maître, qu'est-ce que signifie cette comédie? Mais ce n'est pas une comédie, monsieur, c'est très sérieux. Nous avons affaire là à un personnage. Redoutable, oui, et riche puisqu'il veut acheter un domaine. Riche? Ah oui, très riche. Il avait épousé la fille d'un gros marchand de bestiaux de Carquefou. Elle a hérité de la fortune de son père. Et puis elle est morte en couche avec son enfant. Et toute la fortune est allée à Legros. C'est son nom. Eh bien, je lui répéterai donc ce que vous m'avez dit à l'instant. Allez donc chercher ailleurs une propriété qui vous convienne et séparons-nous poliment. Depuis quand un homme riche reste-t-il régisseur chez les autres? Parce que c'est Hautland qu'il veut, monsieur de Tournemine. Tout le reste lui est indifférent. Le vieux monsieur de Ferronnet s'en remettait à lui pour tout. Ça a été pire encore avec le jeune baron, qui n'a jamais vécu sur le domaine. Toujours à Versailles ou à Paris, où il dilapidait le produit de ses fermages. Il venait les encaisser une fois par an. C'était la seule occasion où ces paysans l'apercevaient à Hautland. Leur vrai maître, c'était Simon Legros. Et lui-même a fini par le croire sérieusement. Aussi, quand il a appris que le domaine était passé dans vos mains, et pour régler une dette de jeu, vous imaginez l'état de son esprit? Je comprends mieux, mais pourquoi prétendez-vous que cet homme est redoutable? Ma foi, parce que c'est un homme étrange. Et qui a des idées. Des idées comme on en rencontre de plus en plus dans les grandes villes, mais plus rarement dans les campagnes. Surtout par chez nous. Des idées sur le roi, sur la noblesse, sur le respect dû à la religion et à ses ministres. Et dire que tout le monde pense qu'il ne croit ni à Dieu ni à diable. Il est froid comme une épée. On le craint. On le croit capable de tout. Tout à fait, entre nous, maître Maublanc. Partagez-vous les idées de cet homme? Moi? Oh, plutôt me casser un bras, une jambe. Et cela ne vous chagrine pas de voir qu'un homme comme lui essaye de racheter l'héritage des barons de Ferronnet? Ah là, c'est autre chose. Je suis notaire. Le gros est un client comme un autre et tous mes clients sont libres de leurs idées. Eh bien, permettez que je garde les miennes. Ayez la bonté d'en terminer, s'il vous plaît. À votre aise, monsieur de Tournemine.
Je vous aurais prévenu. Madame, soyez la bienvenue à Outland. Mes chers amis, c'est un grand honneur de me trouver parmi vous. Conduisez-moi à ma chambre, je suis fatiguée. Tout de suite, madame. Madeleine. Si madame veut se donner la peine. Fanchon, aidez Madeleine à porter les bagages. En avant. Allez. Bien étaient les circonstances qui me l'ont apporté, j'aurais tout lieu d'être heureux de mon héritage. Eh bien, Pierre, quelle mine. Êtes-vous souffrant? Non, monsieur. Pas le moins du monde. Où est le régisseur? Monsieur Legros? Ah, il est pas là. Il est pas là, il est parti à Saint-Nazaire. Le jour de l'arrivée du nouveau maître, il n'est pas à son poste. C'est-à-dire qu'il a reçu une mauvaise nouvelle de sa sœur, monsieur. Il vous a prié de l'excuser? Non. Le choc de la maladie de sa sœur l'a frappé. On me l'a pourtant dépeint comme un personnage redoutable. J'imaginais qu'il serait pressé de me connaître. Allons, Pierre. Qu'est-ce qui ne va pas? L'endroit ne vous plaît pas? Vous regrettez la Hunaudet? Non, monsieur, c'est un très très beau domaine ici. Alors quoi, vous êtes maltraité? Non plus. Alors, c'est le régisseur? Non. Oui, c'est ça. Voilà, vous avez trouvé, monsieur le chevalier. C'est le régisseur, mais il n'y a pas que lui. Il n'est pas tout seul ici. Il a tous les gens avec lui. Monsieur, on nous aime pas. On nous prend pour des étrangers, on nous prend pour des intrus. C'est comme si on prenait la place de quelqu'un ici. Enfin bon. Maintenant que vous êtes arrivé, monsieur le chevalier, tout va s'arranger. Vous pouvez compter sur moi. Je vais commencer par rendre sa liberté à ce monsieur et vous serez mon régisseur, à sa place. Ah mais non, monsieur le chevalier. Ne faites surtout pas ça. Pourquoi? Vous avez peur des responsabilités, Pierre? Mais non, j'ai pas peur des responsabilités. Mais déjà que dans des conditions normales, j'aurais toutes les peines du monde à me faire accepter. Alors, si en plus je dois prendre la place de monsieur Legros... Écoutez-moi, Pierre. Je suis soldat, vous le savez. La fuite n'est pas mon fort. Surtout devant un ennemi que je ne connais pas. Alors quand monsieur Legros voudra bien se montrer, je prendrai ma décision. Il faudra vous y soumettre, c'est clair? Oui, monsieur, c'est clair. Pierre, je sais ce que représente pour vous un tel changement d'existence. Mais vous êtes un homme digne de notre race, solide et obstiné. Prenez patience. Je suis sûr que dans quelque temps, toutes vos inquiétudes se seront évanouies. Et que vous vous plairez au Outland. Et buvez.
J'ai un appétit d'ogre, Anna. C'est l'air du large qui vous creuse l'estomac. Sans doute. Le souper est prêt. Voulez-vous prévenir madame que nous dînons? Bien. Madame fait dire à monsieur qu'elle n'a pas faim et préfère se coucher. Elle a déjà rien pris à midi, elle veut donc se laisser mourir de faim. C'est ce que je lui ai demandé, monsieur. Elle m'a dit de disparaître. Eh bien, obéissez-lui. Bien, monsieur. Merci, Anna. Bonsoir, monsieur. Je suis Simon Legros. Je pensais vous trouver ici dès mon arrivée tantôt, monsieur. Ma sœur est en mauvaise santé. On m'a prévenu hier qu'elle avait une crise grave et qu'elle me réclamait. Elle habite Saint-Nazaire. Permettez-moi de m'asseoir. Je suis très fatigué. Et comment va votre sœur? Mal. Elle est condamnée. Le médecin pense qu'elle mourra avant l'hiver. Je suis navré. Voulez-vous un verre de vin? Merci. Je ne veux pas vous importuner bien longtemps. M'importuner? Au contraire, il était important que je vous voie. J'ai l'intention de visiter le domaine en détail dès demain matin. Vous m'accompagnerez. Je voudrais bien aussi me présenter vos comptes, puisque nous allons ouvrir de nouveaux livres dès aujourd'hui. Y a-t-il quelque chose d'obscur dans mes paroles? Maître Maublanc ne vous a donc point fait part de ma proposition? Il m'a dit en effet que vous aviez eu l'intention d'acheter le domaine à la mort de monsieur de Ferronnet. C'est de cela que vous voulez parler, n'est-ce pas? Bien entendu. Il vous a dit également le prix que j'étais prêt à y mettre? Il n'a pas eu l'occasion de le faire, puisqu'il a su tout de suite que Cland n'était pas à vendre. C'est votre décision? Oui. Je l'ai prise avant de voir le château. Maintenant que je l'ai vu, ma résolution est encore plus ferme. Vous êtes le maître, évidemment, vous avez tous les droits. C'est aussi mon sentiment. Maintenant, soyons francs l'un et l'autre. Si ma présence et celle de mes gens à Outland vous chagrine, vous pouvez reprendre votre liberté immédiatement. Mais on me dit que vous êtes un homme capable, que les paysans vous obéissent sans rechigner. Si vous voulez rester à mon service, je n'y vois pas d'inconvénient. C'est à vous de décider. Je vous laisse 24 heures pour réfléchir. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Monsieur! Monsieur, c'est affreux! Eh bien, quoi, Fanchon? Dans ma chambre! Eh bien? Une chauve-souris! Allons. Vous n'avez qu'à souffler votre lumière, ouvrir votre fenêtre et elle partira comme elle est venue. Oh non, je pourrais plus jamais retourner dans ma chambre, monsieur. J'ai trop peur. Vous êtes ridicule. Eh bien, où est-il, ce monstre? Dans les rideaux du lit. Eh bien, ma fille, ou vous avez rêvé, ou bien l'animal est parti chercher fortune ailleurs. Monsieur est sûr? Vous n'avez qu'à voir vous-même. Là. Vous n'avez qu'à barrer votre fenêtre. Vous n'aurez plus rien à craindre des chauves-souris, des voleurs et des loups-garous. Bonne nuit. Monsieur! Monsieur, protégez-moi! Je n'ai jamais vécu dans une maison aussi grande, aussi triste. J'ai trop peur. Enfin, lâchez-moi, vous êtes folle. Oui, monsieur. Je deviens folle. Avec madame qui parle pas, qui mange pas, qui dort tout le temps. Madame a eu de grandes épreuves. Bientôt, vous verrez qu'elle Mais ira moi mieux. aussi, j'ai de grandes épreuves. Si monsieur savait... Vraiment. Eh bien, vous verrez que vous aussi, vous vous habituerez et vous finirez par vous plaire à Outland. Oh, si monsieur le dit, je veux bien le croire. Monsieur est si bon.
Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Je vous présente Pongo. C'est un Indien, un sorcier au nom d'Aga. Il est mon plus cher ami et je l'ai ramené d'Amérique. Vous venez de faire connaissance avec ma femme. Bonsoir, Anna. Bonsoir, monsieur. Quand monsieur voudra souper. Merci. Pongo prendra désormais ses repas avec moi. Bien, monsieur. Je vais mettre un 3e couvert. Oui. Après tout, sait-on jamais. Ah, Pongo. Asseyons-nous et réfléchissons-nous. Alléluia. Alors, comment trouves-tu Outland? Assez beau. Mais t'es blanc, pauvre. Ton gibier maigre. La mer beau. Seule la mer vraiment beau. C'est vrai, la mer est ce qu'il y a de plus beau. Comme femme. Mais moins dangereuse. Même quand elle est déchaînée. Et l'homme, comment le trouves-tu? Rien à dire. Comment ça, rien à dire? Tu as bien une opinion tout de même. Attention à lui. C'est tout. Elle a une réponse d'Iroquois qu'un Normand ne renierait pas. À la tienne. Alléluia. Alléluia. Merci, Anna. Merci. Madame, pardonnez-moi de troubler votre souper, mais Monsieur de Tournemine m'a donné 24 heures pour prendre une décision. Et d'ici demain matin, à la première heure. Mais vous ne pourrez jamais vivre dans ce grand château sans domestique, monsieur. Eh ben, mais c'est bien pour ça que je fais venir des gens de Rennes. Des gens sûrs, discrets, qui me servent depuis 40 ans et qui se jetteraient au feu pour moi. La seule chose que je puisse faire, c'est de garder votre fille, si vous voulez.
Oh, mais vous n'avez rien à craindre, mon enfant. Je sais fort bien traiter les personnes de votre sexe. Jamais aucune n'a eu à se plaindre de moi. Et puis, si vous acceptez de rester, je peux accorder un répit à votre mère et à votre frère pour que vous puissiez vous accoutumer à l'idée de cette séparation. Non, monsieur, si vous nous jetez dehors, ça sera tous les trois, ou rien du tout. Eh ben, à votre aise. Vous voudrez donc bien débarrasser le plancher demain matin à 6 heures. Un visiteur. Allez-y voir et n'ouvrez pas n'importe qui. Petite. Monsieur le chevalier de Tournemine de la Hunaudet, monsieur le marquis. Ah, chevalier, quelle surprise. Du diable. Si je m'attendais à votre visite, vous voudrez bien souper avec moi. Merci, j'ai déjà soupé à l'auberge à 6 heures, en même temps que mon cheval. Bon, eh ben, je n'insiste pas. Mais prenez donc la peine de vous asseoir. Peut-on savoir ce qui vous amène à la Hunaudet? Si c'est toujours l'idée d'acheter, le château n'est pas plus à vendre aujourd'hui qu'hier. Rassurez-vous, j'y ai renoncé. Ah ben, c'est la sagesse. Car j'ai l'intention de m'installer ici et peut-être même d'y finir mes jours. C'est votre droit absolu. Pour ma part, je venais annoncer à mes amis Gauthier que je leur avais trouvé un asile dont ils n'auront jamais à craindre qu'on les chasse. Si vous voulez m'accorder l'hospitalité pour la nuit, un coin d'écurie pour moi et mon cheval, je vous donne ma parole que demain, j'aurai décampé moi aussi à 6 heures. Eh ben, c'est la moindre des choses. D'ailleurs, ne sommes-nous pas un peu cousins? Très peu. Eh bien, si peu que ce soit, ça suffit à faire de l'hospitalité un plaisir. Encore plus qu'un devoir. Et puis-je vous demander où vous comptez placer ces gens? À Outland, dont je viens d'hériter dans des circonstances assez tristes, mais originales. Outland? Le domaine de la famille de Ferronnet. Justement, vous connaissez donc cette famille? Ah. Pas trop courageux pour refuser le combat. Vous avez raison, je l'accepte. Dommage que la fatigue vous ait prise si brusquement, ma chère. La soirée marchait à merveille. Nous avons fait 100 louis de plus qu'hier. Ah, si vous aviez tenu le coup, nous battions tous nos records. Je ne peux plus supporter cette vie. Au moment où nous sommes en passe de faire fortune. Alors allons, un peu de courage, ma chérie. D'ailleurs, nous n'avons pas atteint le but que Monseigneur nous a fixé. La reine n'a pas encore daigné nous rendre visite. Elle ne viendra jamais. Nous perdons notre temps. Pour du temps perdu, il est très bien payé. Quoi qu'il en soit, nous avons pris un engagement envers Monseigneur et nous devons nous y tenir. Le pharaon rapporte gros et c'est le jeu favori de l'Autrichienne. Ah. Vu la renommée de notre maison, il faudra bien qu'elle finisse par se montrer ici un soir ou l'autre. J'espère qu'avant de la compromettre, Monseigneur nous laissera le temps de la plumer. Je veux quitter cette maison. Vous êtes fatiguée, ma chérie. Vous devriez vous mettre au lit et dormir une dizaine d'heures. Partons, Job. Allons vivre ailleurs, loin de Paris, dans le calme et dans la paix. Nous avons gagné suffisamment d'argent pour nous offrir un beau domaine dans le pays de notre choix. Oh oui, un beau domaine.
à la campagne avec des vaches, des chèvres et des moutons. Et vous jouerez la bergère, comme Marie-Antoinette. Savez-vous que c'est très amusant à Trianon, tout ça? Mais ennuyeux à périr dans une vraie campagne, très malodorant en plus, très sale. Je vois bien que vous ne m'aimez plus. Oh! Encore cette lubie! Judith. Mais c'est justement parce que je vous aime que je vais vous garder près de moi. Gâcher une beauté comme la vôtre, parmi des croquants et des hobereaux de dernier rang. Oh non. Ça, je ne le permettrai jamais tant que je serai votre époux. Vous ne l'avez jamais été. Le problème est donc résolu. Qu'est-ce que ça signifie? De racheter la Hunaudet. Il n'en est plus question. Le marquis refuse de vendre. À l'évidence, il croit toujours que le trésor des Tournemines se trouve quelque part dans le château et qu'il finira par le trouver. Je peux pas lui dire que je l'ai découvert, donc je dois faire mon deuil de la Hunaudet. Tu as d'autres projets? Réaliser mon rêve. Armer des navires pour faire le commerce avec les îles et les Amériques. Je m'installerai à La Rochelle. Dans un fief Huguenot? Un bon catholique doit pouvoir s'y tailler une place. En attendant, je m'installerai à Haute-Lande. Le jeune Féronet vient de mourir en m'en faisant l'héritier. Tu reviens en Bretagne, c'est bien. J'ai déjà envoyé là-bas la bru du vieux Joël Gauthier avec son fils et sa fille. Votre cousin les a chassés de la Hunaudet. Et ta femme? Elle ne doit pas être très heureuse de rentrer dans son pays natal. Judith ne viendra pas à Haute-Lande. Pardon? Nous ne sommes plus mariés. Qu'est-ce que tu dis? Elle prétend que notre mariage est nul. Vous savez qu'elle avait épousé un médecin nommé Job Kernois. Eh bien, Job Kernois a survécu à ses blessures. Il a retrouvé Judith, ils ont repris leur vie conjugale. C'est absurde! J'ai rencontré le prêtre qui a dit la messe de funérailles du pauvre Kernois. Il a vu le cercueil dans la tombe et la terre le recouvrir. Judith est persuadée du contraire. Et toi? Moi, il faut bien que je la croie. Tout simplement. Tu n'es pas allé à Vannes pour faire ton enquête, pour voir s'il y avait quelque apparence que Kernois ait survécu. Judith ne m'aime plus. Par conséquent, tu te crois libre de tout lien avec elle. Le sacrement qui vous a unis est annulé. Tu peux tourner les yeux ailleurs, n'est-ce pas? Mais non. Comment s'appelle la petite fille de Joël Gauthier? Madeleine. Quel âge a-t-elle? Je ne sais pas, moi. 18 ans. C'est une pauvre fille disgraciée, n'est-ce pas? Non, elle est très belle. Gilles, tu vas aller vivre dans un château dont tu seras le maître. N'imagines-tu pas qu'il se présentera certaines circonstances, certaines occasions, où tu pourrais satisfaire tes désirs sans même t'occuper d'une promesse de mariage? Ça non, je vous assure que je n'y ai jamais pensé. Tu ne penses à rien. Tu vas rompre avec une femme que tu as aimée pendant des années, et ta tête est plus vide que l'estomac d'un vieil homme. C'est inouï. Gilles, reste ici. Kernois est un imposteur et tu le sais. Judith de Saint-Mélène est toujours ta femme. La mort seule peut vous séparer. En vous mariant, vous avez accepté de vous plier à la loi divine. Vous devez l'endurer aussi longtemps que Dieu vous gardera en vie. L'amour humain n'est que le reflet de l'amour divin, mon enfant. Ni l'un ni l'autre ne sont donnés sans persévérance, sans souffrance, sans lutte. Tu as le cœur. Ma sœur était très liée avec un parent du défunt baron de Féronet. Ainsi donc, c'est vous, le nouveau maître de Haute-Lande. C'est moi. Eh bien, si ce qu'on m'a rapporté est vrai, je vous souhaite bien de l'amusement. Et que vous a-t-on rapporté? Ah, j'ai juré de garder le secret. Cela vous laisse le plaisir de la découverte.
Gilles. Pour vos pauvres. Pour les prisonniers que vous rachetez, pour les orphelins que vous recueillez. Pour tous ceux auxquels vous portez secours en vous suppliant de ne plus prendre sur votre nécessaire pour leur venir en aide. Tu es donc allé au Pérou cette fois ou bien? Cagliostro m'aurait-il enseigné le secret de la pierre philosophale? Hélas pour lui, il ne possédait pas. Il est aujourd'hui proscrit et misérable. Mais le secret de cette fortune est aussi extraordinaire. J'ai retrouvé le trésor des tournemines. Si tous ces torts ne brillaient pas devant mes yeux, je croirais que tu te moques de moi. Mais il est vrai aussi que je te croyais mort, et que te voilà. Pourquoi tu jouais cette horrible comédie? L'ordre venait du roi. Assieds-toi. Voilà mes pauvres rassasiés. Sois-en remercié. Ma mère a-t-elle appris que j'étais mort? Je me suis rendu au couvent de Locmaria pour lui annoncer la nouvelle. Et qu'a-t-elle dit? Elle a prié en silence. Au moment de nous quitter, elle a dit « Je prierai pour le repos de son âme, mais que personne ne vienne jamais me parler de lui. Jamais. » Enfin, j'irai lui annoncer la nouvelle. Je vous en prie, n'en faites rien. Qu'au moins, elle continue de prier pour moi. Comme tu voudras. As-tu toujours l'intention... Gilles Goëlo rencontre et tombe amoureux de Judith de Saint-Mélène. Il est bâtard, elle est noble, leur rencontre est explosive. Il part pour l'Amérique, se battre aux côtés des insurgents et retrouve son père, Pierre de Tournemine de la Hunaudet, descendant du Gerfaut. Revenu en France, au service du roi Louis XVI, il se trouve mêlé à la fameuse affaire du collier. Intrigue conçue par le comte de Provence et la comtesse de la Motte pour perdre Marie-Antoinette. Cagliostro et le cardinal de Rouen en sont les complices, involontaires. Gilles épouse Judith, mais le soir de leur noces, il est enlevé par la comtesse de Balby, maîtresse du comte de Provence, qui s'est follement éprise du jeune homme. Éperdue de jalousie, Judith devient l'instrument de Provence et Gilles la retrouve dans un tripot. Elle est devenue la reine de la nuit, entretenue par un certain Job Kernoa. Gilles insulte Judith et se bat en duel pour défendre son honneur. Mais Judith rejette le jeune homme, car elle aime Job Kernoa, sans se douter que celui-ci est davantage attiré par les charmes du Suisse Anatole que par ceux de sa femme. Joël Gauthier, intendant du château de la Hunaudet, fief du Gerfaut, apprend à Gilles l'existence d'un trésor qu'il retrouve avec l'aide de Winkelried Pongo et Pierre Gauthier. Devenu riche, il accepte enfin d'être le maître de Haute-Lande, cadeau du comte de Ferronnet en échange d'une dette de jeu. Quelques jours de répit, monsieur le marquis. Une semaine, pas plus. Je ne comprends pas pourquoi vous vous obstinez, mon garçon. Je vous ai dit et répété que vous deviez décamper.